Bonjour chers étudiants de la licence 3. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui sur la plateforme de NSUP Afrique pour vous tenir un cours en technique douanière. Et là aussi, dans un premier temps, je m'en vais vous expliquer ce qu'on appelle en fait les techniques douanières. Donc, technique douanière, il faut comprendre par là que, de façon ramassée, ce n'est rien d'autre que c'est toutes les techniques qui entrent dans le cadre de la procédure de dédouanement. C'est-à-dire que c'est un ensemble de techniques qu'on doit vous transmettre et qui vous permettrait de pouvoir prendre en charge toutes les opérations qui sont liées au dédouanement de la marchandise. Et dans cette partie technique douanière, certainement, vous verrez qu'on va passer en fait en revue ce qu'on appelle la procédure douanière. Nous avons la législation douanière, nous avons le contentieux douanier, nous avons le système harmonisé et nous avons le transit. Donc là, ce sont ces 5 sous-modules-là qu'on va essayer de retrouver, qu'on va retrouver même donc, dans ce qu'on appelle les techniques douanières. Maintenant, la séance d'aujourd'hui, on va essayer de la consacrer à une révision générale portant sur la douane. Non? Bon, retenez bien, douane, il faut comprendre la douane comme étant une administration, un service, à l'instar de la gendarmerie, de la police, à qui on a confié aussi une mission. Et la mission fondamentale du service des douanes, c'est une mission à vocation économique. C'est la raison pour laquelle il y a la douane qui ne cesse de prendre des mesures en vue de protéger l'économie nationale. Et par rapport à ces mesures qui sont prises pour protéger l'économie, nous avons ce qu'on appelle les mesures de rétorsion, nous avons ce qu'on appelle les mesures de restriction. Les mesures de rétorsion, les mesures de restriction. Donc, à travers ce qu'on appelle les prohibitions, à travers ce qu'on appelle le contingentement, à travers ce qu'on appelle l'application des droits anti-dumping, il y a ce qu'on appelle l'application des valeurs de correction. Donc, tout ça, c'est des outils ou bien des moyens qui sont utilisés par le service des douanes pour protéger davantage l'économie nationale. C'est vrai que la première mission et la mission la plus importante, c'est la mission économique, mais il y a aussi la douane qui est là et qui assure une mission qualifiée de mission fiscale. Il y a une mission protectrice, protéger l'économie, protéger la population. Une mission fiscale par rapport à ces droits et taxes qui sont collectés sur les importations et les exportations, mais aussi et surtout sur les commetteurs d'infractions sous forme d'amende. Nous avons aussi une mission qui est qualifiée de mission de sécurisation de la chaîne logistique internationale par rapport au suivi de la marchandise depuis le point d'embarquement jusqu'au point de débarquement. Nous avons aussi une mission qui est qualifiée de mission de développement et de renforcement de la coopération internationale de par les accords que la douane signe et que les relations que la douane entretient avec les autres pays du monde pour développer ce qu'on appelle l'intégration, pour développer l'intégration, pour développer la coopération, aussi bien au plan local qu'au plan international. Entre autres, voici quelques missions qu'on peut assigner au service des douanes. Il y a la douane aussi qui intervient, champ d'intervention de la douane. La douane intervient donc au niveau des frontières maritimes, frontières aériennes comme frontières terrestres. Mais la douane aussi est présente à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, la douane aussi est présente. Et là, la présence de cette douane-là, ça peut s'expliquer par le fait de vouloir mettre la main sur des personnes qui n'avaient pas pu respecter les engagements. Donc, quand le produit entrait au niveau de la frontière. Mais que la douane a droit de contrôle sur tout le territoire sénégalais, y compris les eaux et le territoire national et les eaux ainsi que l'espace, excepté les points francs et les zones franches. Les maisons diplomatiques, certaines zones qui sont aménagées comme étant des zones franches ou bien des points francs. Maintenant, il y a la douane à qui on a donné pas mal de moyens. On les a donné tous les moyens, on les a donné pas mal de prérogatives pour lui permettre de bien exécuter les différentes missions qui lui sont assignées. Pourquoi? Parce que de par l'apport de la douane, la contribution de la douane dans les caisses de l'État, il faut qu'on essaie de les outiller pour le permettre de bien exercer les différentes tâches qui leur sont assignées. Mais le douanier travaille très fréquemment avec une personne qu'on appelle le transitaire. Le transitaire ici, c'est un concept qui est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que le transitaire peut être transitaire commissionnaire de transport. On peut avoir un transitaire commissionnaire agréé en douane. Et le transitaire commissionnaire de transport, c'est quelqu'un qui est qualifié même d'un organisateur de transport multimodal. C'est quelqu'un qui a la possibilité de prendre en charge la marchandise depuis le fournisseur
jusqu'à ce que les marchandises soient livrées aux clients, en prenant en charge les opérations de transport, les opérations de dédouanement, les opérations d'assurance, les opérations d'emballage, les opérations de manutention, etc., etc. C'est quelqu'un qui est tenu à une obligation de résultat. Alors que le transitaire commissionnaire, c'est cette personne qui va représenter l'importateur ou bien l'exportateur auprès de la douane. Cette personne qui s'occupe des formalités douanières, qui s'occupe du passage des marchandises au niveau des frontières, que ce soit à l'importation ou bien à l'exportation. C'est une personne qui est qualifiée de transitaire commissionnaire agréé en douane. Pourquoi agréé en douane? Parce que c'est quelqu'un qui doit disposer de l'agrément du service des douanes avant de pouvoir exercer. Et des fois même, vous voyez, ils sont très nombreux à intervenir dans le milieu à se dire transitaire et pourtant, vous les voyez ne pas faire la même activité. Parmi eux, il y en a qui s'exercent dans le domaine du groupage, il y en a qui s'exercent dans le domaine du dédouanement, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'emballage, dans le domaine de la manutention, dans le domaine de l'organisation des transports multimodaux, etc., etc. Bref, c'était ce qu'il y a à dire par rapport, en fait, par rapport à la généralité. Maintenant, si on quitte ce point-là, revenons en fait sur les différentes missions qui sont assignées au transitaire commissionnaire agréé en douane. C'est quelqu'un qui s'occupe des formalités douanières. Et qui parle de cette personne qui s'occupe des formalités douanières parlera certainement de quelqu'un qui a besoin de techniques en douane, d'où les techniques de dédouanement, d'où techniques douanières. Et par rapport à ces compétences, nous avons le transit, nous avons la procédure douanière, nous avons la législation douanière, nous avons le contentieux douanier, nous avons aussi le système harmonisé. C'est l'ensemble maintenant qui va leur permettre de pouvoir maintenant dédouaner les marchandises. Mais l'on sait que quand on veut dédouaner une marchandise, la première des choses à faire à l'importation, c'est quoi? Il faut savoir déterminer la valeur en douane. Il faut savoir déterminer la valeur en douane du produit. Déterminer la valeur en douane, c'est quoi? C'est essayer de savoir comment essayer de trouver les valeurs qui vont vous servir pour pouvoir appliquer les droits et taxes qui seront liquidés par rapport aux produits objets de l'importation ou bien de l'exportation. Mais la façon dont on va procéder pour la détermination de cette valeur en douane, ça varie selon qu'on est en importation ou bien qu'on est en exportation. À l'importation, on dit que la valeur en douane, à l'importation, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la valeur en douane, la détermination de la valeur en douane à l'importation, donc dépend de deux cas. Il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous à l'importation. Soit on est en face d'une importation qui est soumise à une valeur de correction. Premier cas. Soit on est en face d'une opération qui n'est pas soumise à une valeur de correction. Ça, c'est les deux cas. Soit importation soumise à une valeur de correction. Premier cas. Deuxième cas, importation non soumise à une valeur de correction. Ça, c'est le deuxième cas. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qu'il y a de faire? On dit que si vous êtes en face d'une opération d'importation, alors que votre importation est soumise à une valeur de correction, là, pour déterminer la valeur en douane, il faut calculer la valeur CAF de l'importation, il faut calculer la valeur de correction de l'importation. Ensuite, vous comparez les deux valeurs et vous allez prendre la valeur la plus élevée qui va servir comme étant la valeur en douane. Donc, retenez, si on a une importation qui est soumise à une valeur de correction, la valeur en douane sera la valeur la plus élevée entre la valeur CAF et la valeur de correction. Mais si on a une importation qui n'est pas soumise à une valeur de correction, la valeur en douane, donc c'est bien la valeur CAF. Parce que si vous regardez bien dans tous les documents de référence pour l'enseignement et la pratique de la douane, je peux citer des documents comme le Code des douanes, les décrets portant sur l'application des régimes douaniers. Nous avons la Convention de Kyoto révisée, le Code communautaire de l'UEMOA. On a dit que la valeur en douane à l'importation est la valeur transactionnelle. Mais cette valeur transactionnelle est assimilée à ce qu'on appelle la valeur CAF. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de la valeur CAF au lieu de la valeur transactionnelle. Et même par rapport à cette valeur transactionnelle, il y a différentes méthodes de détermination. Avec la méthode de déduction, la méthode de dernier recours, la méthode des produits identiques, la méthode des produits similaires. Donc tout ça, c'est des méthodes qu'on a mis à la disposition des acteurs et qui leur permettraient de pouvoir déterminer en fait ce qu'on appelle ces valeurs en douane là. Certainement, je ne vais pas trop y insister parce que ça fait partie du programme de première année. Maintenant, là, on a appris comment déterminer la valeur en douane à l'importation. Mais on n'a pas de CAF, on n'a pas de valeur de correction. C'est quoi la valeur de correction? Les valeurs de correction, c'est juste des prix
des montants forfaitaires qui sont fixés chaque année par arrêté ou bien qui sont fixés sur certains produits qui font l'objet d'une importation et qui pourraient concurrencer certains produits qui sont localement obtenus. Je rappelle, c'est des prix forfaitaires ou bien des montants forfaitaires qui sont appliqués donc sur certains produits qui font l'objet d'une importation et qui pourraient concurrencer la production locale. Maintenant, cette valeur de correction peut porter plusieurs noms. Tantôt, on parle de valeur minimale, tantôt, on parle de prix de déclenchement, tantôt, on parle de valeur de référence. Quand vous voyez la valeur de référence, quand vous voyez le prix de déclenchement, quand vous voyez la valeur minimale, valeur de référence ou bien prix de déclenchement, donc il faut que vous êtes en face d'une valeur de correction. Voilà. Tout le monde sait comment déterminer la valeur CAF. Hein? C'est pas la peine qu'on puisse y revenir. Maintenant, à l'exportation, pour déterminer la valeur en douane, qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit qu'il faut toujours prendre la valeur point de sortie, VPS. Maintenant, si le produit est soumis à une valeur de correction, c'est la valeur de correction qui va vous servir comme étant la valeur en douane. Bref, à l'exportation, la valeur en douane est la valeur point de sortie. S'il y a valeur de correction, on prend la valeur de correction. À défaut de la valeur de correction, on prend la valeur point de sortie. Ici, on ne compare pas. Dès lors que le produit est soumis à une valeur de correction, il faut prendre la valeur de correction. S'il n'y a pas de valeur de correction, il faut prendre la valeur point de sortie. À l'importation maintenant, je rappelle, il y a lieu de comparer la valeur de correction à la valeur CAF et de prendre la valeur la plus élevée qui va vous servir comme valeur en douane. Au cas où il n'y a pas de valeur de correction, on prend la valeur CAF. Maintenant, des fois, on importe un produit, alors que lorsqu'on importe le produit, il y a le frais qui est donné de façon globale, l'assurance est donnée de façon globale, et là, il faut répartir. Donc, c'est une autre partie du cours qui porte sur comment répartir les frais et assurances groupées. Donc, pour faire la répartition du frais, frais groupé ou bien assurance groupée, frais d'abord, on prend frais unitaire est égal à frais total sur le poids brut total multiplié par le poids brut unitaire. Je rappelle, frais unitaire est égal à frais total sur le poids brut total multiplié par le poids brut unitaire. Ou bien, on passe par la méthode de coefficient. On met frais unitaire est égal à coefficient du frais multiplié par le poids brut unitaire. Or, coefficient du frais est égal à frais total sur le poids brut total. Maintenant, quand vous calculez comme tel, si vous vous référez aux consignes de la FIATA, la Fédération internationale des associations des transitaires assimilés, on dit que là, on ne doit pas arrondir les valeurs, mais plutôt on doit les tronquer. Et pour calculer le frais ou bien l'assurance du dernier article, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va devoir maintenant procéder enfin à la méthode de soustraction. C'est-à-dire qu'on prend le frais total moins le frais des articles déjà calculés. C'est ça qui permet de consommer en fait les virgules. Maintenant, au cas où vous voulez faire la répartition du frais, alors que vous n'avez pas le poids, là, il faut utiliser la valeur FOB. Donc, ainsi, on aura frais unitaire est égal à frais total sur la valeur FOB totale multiplié par la valeur FOB unitaire. Or, donc, retenez bien. Donc, au cas où vous n'avez pas le poids, il faut calculer le frais unitaire sur la base de la valeur de la marchandise, plus particulièrement la valeur FOB. Là, on prend frais unitaire est égal à quoi? Est égal à frais total sur la valeur FOB totale multipliée par la valeur FOB unitaire. Ou bien on passe par la méthode des coefficients. On met frais unitaire est égal à coefficient du frais. Frais unitaire est égal à coefficient du frais multiplié par la valeur FOB unitaire. Or, le coefficient du frais est égal à quoi? Est égal à frais total sur la valeur FOB totale. Là, on prend cette méthode seulement quand vous n'avez pas la valeur, quand vous n'avez pas le poids. Et c'est la méthode la plus utilisée même dans la pratique. Pourquoi? Parce que souvent, dans la pratique, on n'a pas la note de poids. Le document qui prouve ou bien qui renseigne sur le poids de la marchandise. C'est la raison pour laquelle dans la pratique, au lieu d'utiliser le poids brut pour faire la répartition, on utilise souvent le FOB pour faire la répartition. Maintenant, si on vient à faire l'assurance, l'assurance est toujours payée en fonction de la valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle pour répartir, il faut toujours prendre la valeur FOB. Donc, on prend assurance unitaire égale à assurance totale sur FOB totale multiplié par FOB unitaire. Ou bien, on passe par les coefficients en mettant assurance unitaire est égal à coefficient de l'assurance multiplié par la valeur FOB unitaire. Or, coefficient assurance est égal à assurance totale sur FOB totale. Je rappelle, assurance est toujours calculée en fonction de la valeur de la marchandise. C'est la raison pour laquelle pour répartir, il faut faire recours à la valeur FOB. Là, on met assurance unitaire égale à assurance totale sur FOB totale multiplié par FOB unitaire. Ou bien, on prend les coefficients en mettant assurance unitaire égale à coefficient de l'assurance
multiplié par FOB unitaire. Or, le coefficient de l'assurance est égal à assurance totale sur la valeur FOB totale. Et dès lors que vous faites votre répartition maintenant, là, pour calculer la valeur cap de chaque article, prenez valeur FOB, article 1, valeur FOB, article 1 plus assurance, article 1 plus le frais, article 1, et là, vous avez les valeurs cap. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour faire la répartition. Maintenant, passons en fait à la fiscalité douanière. Quand on parle de la fiscalité douanière, c'est l'ensemble des droits et taxes qui s'appliquent aussi bien aux importations qu'aux exportations et dont le service des douanes est chargé de l'application. Les fiscalités douanières applicables aux produits non pétroliers d'abord, là on peut les classer en fait en 3 catégories. Hein. La fiscalité douanière, c'est l'ensemble des droits et taxes qui s'appliquent à ces produits non pétroliers, là on peut les classer en 3 catégories. Nous avons ce qu'on appelle les droits de port ou bien taxes d'entrée, premier point. Deuxième point, nous avons ce qu'on appelle les prélèvements. Troisième point, nous avons ce qu'on appelle les taxes intérieures. Et quand on parle maintenant des droits de port ou bien taxes d'entrée, là, nous avons le droit de douane, nous avons la redevance statistique, nous avons ce qu'on appelle les taxes de protection. Et dans la famille taxes de protection, c'est là où nous avons la taxe conjoncturelle à l'importation, TCI, et la surtaxe. Maintenant, le droit de douane. Parlons d'abord du droit de douane. Le droit de douane, c'est une taxe qu'on applique sur toutes les importations au Sénégal et quel que soit le mode de transport. Donc là, toutefois, on dit, si vous avez une importation qui a pour origine un pays membre de l'UEMOA ou bien un pays membre de la CEDEAO, ou bien qu'il s'agit d'un produit industriel agréé à la taxe préférentielle communautaire, c'est un produit qui sera dispensé du droit de douane. Je rappelle, le droit de douane, on l'applique sur toutes les importations au Sénégal et quel que soit le mode de transport, sauf sur les importations de produits qui sont entièrement obtenus. Entièrement obtenus, c'est pour dire que c'est pour faire allusion à la notion d'origine. Donc, entièrement obtenu d'un pays membre de l'UEMOA ou bien d'un pays membre de la CEDEAO, ou bien quand vous avez un produit industriel qui est agréé à la TPC. Il n'y a que ces 3 produits-là qui ne payent pas le droit de douane. Maintenant, si on doit payer le droit de douane, il y a toujours un taux qu'on doit appliquer. Hein? Tantôt, le taux varie 0% à 35%. On a DD0 avec un taux de 0%, DD1 avec un taux de 5%, DD2 avec un taux de 10%, DD3 avec un taux de 20%, DD4 avec un taux de 35%. Donc, on a 0%, 5%, 10%, 20% et 35%. Et maintenant, le DD0, on l'applique aux biens sociaux essentiels tels que les médicaments, hein, aux biens sociaux essentiels tels que les médicaments. Maintenant, quand on prend le cas de DD0, hein, tels que les médicaments, les appareils médico-chirurgicaux, les papiers, journal, les livres, etc. Maintenant, quand on a DD1, on l'applique à ces matières premières de base et aux biens qu'on appelle les intrants non spécifiques. Matières premières de base et biens intrants non spécifiques. Le DD2, on l'applique aux intrants spécifiques ainsi qu'aux produits intermédiaires, ainsi que les produits de première nécessité. DD3, on l'applique aux produits de consommation finale. DD4, on l'applique à une liste de produits qui est publiée par le service des douanes. Mais les produits portent sur des produits d'agriculture, des produits d'élevage. C'est pour protéger les produits de la communauté CEDEAO, de la concurrence étrangère, qu'on a jugé utile d'augmenter un peu le taux. Nous avons la redevance statistique, on l'applique sur toutes les importations au Sénégal et quel que soit le mode de transport, hein, sauf sur les importations entièrement obtenues des États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, de même que sur les produits industriels agréés à la TPC. Ça fonctionne dans les mêmes conditions que le DD. Hein? Maintenant, le taux de l'ARS est fixé à 1%, le code taxe de l'ARS c'est 0,3 et la base taxable de l'ARS c'est la valeur en douane. Hein? J'ai oublié de vous parler même de code taxe du DD, c'est 0,1. La base taxable de la valeur en douane, du DD, c'est la valeur en douane. Maintenant, les taxes de protection ici, nous avons ce qu'on appelle taxe de protection. Nous avons ce qu'on appelle ici, dans la partie taxe de protection, nous avons ce qu'on appelle la taxe conjoncturelle à l'importation. Taxe conjoncturelle à l'importation, c'est une taxe qui s'applique uniquement sur les importations de produits qui sont soumis à un prix de déclenchement, alors que le prix de déclenchement est supérieur ou égal à la valeur CAF. Je rappelle, c'est une taxe qu'on applique uniquement sur les importations de produits qui sont soumis à un prix de déclenchement, à condition que le prix de déclenchement soit supérieur ou égal à CAF. Donc, c'est quand le prix de déclenchement est considéré comme étant la valeur en douane qu'on paye la taxe conjoncturelle à l'importation. La taxe conjoncturelle à l'importation, son taux est de 10%, son code taxe c'est 34 et sa base taxable est la valeur en douane. Nous avons ce qu'on appelle la surtaxe. La surtaxe, on l'applique sur certains produits qui sont importés au Sénégal
et qui n'ont pas pour origine un pays membre de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO. Donc, les produits qui sont originaires des pays membres de la CEDEAO sont dispensés du paiement de la surtaxe. À part cela, on l'applique sur un certain nombre de produits ayant fait l'objet d'une liste à un taux de 10% pour le mil et le sorgho, 20% pour les oignons, les pommes de terre, les bananes, le riz ainsi que le tabac. Maintenant, la surtaxe a un code taxe de 54. Non. La surtaxe a un code taxe de 51. Sa base taxable est la valeur en douane et son taux est fixé à donc 10% pour le mil et le maïs, le mil et le sorgho, 20% pour les oignons, les pommes de terre. Nous avons oignons, pommes de terre, riz, tabac et les bananes. C'est la surtaxe. On l'applique sur toutes les importations, sauf sur les importations qui sont obtenues des pays membres de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO. Maintenant, après ce qu'on appelle les droits de port et taxes d'entrée, nous avons ce qu'on appelle les prélèvements. Prélèvements, nous en avons 4. Il y a le PCC, le PCS, le COSEC ainsi que le PFP. Le PCC, c'est une taxe qu'on applique sur toutes les importations au Sénégal, sauf sur les importations en provenance des pays membres de la CEDEAO. Son taux est fixé à 0,5%, sa base taxable est la valeur en douane et son code taxe est 31. Je rappelle, PCC, on l'applique sur toutes les importations au Sénégal, sauf sur les importations en provenance des États membres de la CEDEAO. Maintenant, par rapport à la surtaxe là, par rapport en fait au PCC, sa base taxable, c'est la valeur en douane. Son taux est fixé à 0,5% et son code taxe est 31. Nous avons maintenant le PCS. Le PCS, on l'applique sur toutes les importations au Sénégal, sauf sur les importations en provenance des États membres de l'UEMOA. Sauf sur les importations en provenance des États membres de l'UEMOA. Maintenant, on a son code taxe qui est égal à 30. Sa base taxable, c'est la valeur en douane et son taux est fixé à 0,8%. Nous avons ce qu'on appelle le COSEC. Le COSEC, c'est une taxe qu'on paye uniquement sur les importations effectuées par la voie maritime. Effectuées par la voie maritime seulement qu'on paye le COSEC. Maintenant là, avec le COSEC, nous avons son code taxe qui est égal à 10. Sa base taxable, c'est la valeur en douane et son taux est fixé à 0,4%. Autre prélèvement, nous avons le PFP, le prélèvement pour le fonds pastoral. Avec le prélèvement pour le fonds pastoral, c'est une taxe qu'on applique sur les importations d'animaux vivants et sur les importations de viande. Pour les animaux vivants, on applique 10 000 francs par tête, mais pour ce qui concerne les viandes, on applique 50 francs le kilogramme net pour les importations de viande de porc et 100 francs le kilogramme net pour les importations de viande d'ovins, de bovins, de caprins et de volailles. Voilà, donc c'est comme ça que vous avez le PFP et nous avons le code taxe du PFP, c'est 54. Sa base taxable, c'est le poids net et les taux, vous les avez déjà. Donc c'est 10 000 francs par tête pour les animaux vivants et 50 francs le kilogramme net pour les importations de viande de porc et 100 francs le kilogramme net pour les importations de viande d'ovins, bovins, caprins et de volailles. Maintenant, après, nous avons ce qu'on appelle les taxes intérieures. Taxes intérieures, je ne parle pas de la taxe intérieure, mais je parle des taxes intérieures. Parce qu'il y a plusieurs taxes qu'on appelle taxes intérieures. C'est la raison pour laquelle la taxe intérieure qu'on avait même a évolué et donne présentement ce qu'on appelle le droit d'assises. Avant, on parlait de taxes intérieures. Parmi les taxes intérieures, il y avait une taxe intérieure. Mais maintenant, le concept a évolué et pour ne pas porter à confusion, là, on a fait évoluer le concept pour parler maintenant de droit d'assises à la place de taxe intérieure. Parce que quand on parle de taxe intérieure, c'est un ensemble. Comme taxe intérieure, on a la TVA, c'est une taxe intérieure. Le BIC, c'est une taxe intérieure. La taxe additionnelle, TA, c'est une taxe intérieure. Nous avons le droit d'enregistrement, c'est une taxe intérieure. Le droit d'assises, c'est une taxe intérieure. Le TPT, c'est une taxe intérieure. Donc, tout ça, c'est des taxes intérieures. Et le fait de parler de taxe intérieure tout court, comme s'il y a une seule taxe, maintenant, c'est ça qu'on en cherche en fait à éviter. C'est la raison pour laquelle cette taxe-là, maintenant, porte le nom de droit d'assises. Maintenant, si on parle de ces taxes intérieures-là, nous avons le droit d'assises. D'abord, le droit d'assises, c'est une taxe qui s'applique sur un certain nombre de produits ayant fait l'objet d'une liste avec des taux différents. On l'applique aux importations d'alcool. Avec l'alcool, on est à 40%. L'alcool liquide alcoolisé, c'est 40%. Le tabac, on applique 50%. Pour la noix de cola, c'est 30%. Pour le thé, c'est 5%. Pour le café, c'est 5%. Pour les produits cosmétiques, c'est 10%. Pour les produits cosmétiques à caractère de dépigmentation, c'est 15%. Pour les corps gras alimentaires, c'est 15%. Les autres corps gras alimentaires, là, c'est 10%. Nous avons les boissons gazeuses, c'est 5%. Nous avons les jus, c'est 5%. Les huiles raffinées, c'est 15%.
Entre autres, ce sont ces produits-là qui supportent le droit d'assises avec des taux différents. Maintenant, pour calculer le droit d'assises, qu'est-ce qu'on fait? On prend valeur en douane. Donc, la base taxable du droit d'assises, c'est la valeur en douane plus le DD plus la RS. Hein? Donc, valeur en douane plus DD plus la RS. Valeur en douane plus DD plus RS, c'est la base taxable. Le code taxe, c'est 53 pour les autres produits, mais pour les véhicules, on prend 59. Parce que le droit d'assises aussi frappe les véhicules. C'est 59. Hein? C'est 59, voilà. Maintenant, après le droit d'assises, nous avons ce qu'on appelle la taxe additionnelle. La taxe additionnelle, c'est une taxe qu'on applique uniquement sur les importations d'alcool, à condition que l'alcool dispose d'un titrage qui est supérieur égal à 6 degrés. C'est la raison pour laquelle, pour les alcools d'un titrage de 6 degrés jusqu'à 15 degrés, on applique 1500 francs on applique 800 francs par litre. Maintenant, pour les alcools d'un titrage qui est supérieur à 15 degrés, on applique 3000 francs par litre. 800 francs si le titrage est compris entre 6 et 15 degrés. Maintenant, au-delà de 15 degrés, on applique 3000 francs par litre. On applique uniquement sur les importations d'alcool. Maintenant, nous avons après TPT, c'est une taxe qu'on applique sur les importations de tissus. Et avec TPT, importation de tissus écru, là, on applique un taux de 1%. On applique avec un taux de 1%. Sa base taxable, c'est la valeur en douane et son code taxe égal à 0,7 pour TPT. Et j'ai oublié de parler en fait du code taxe de la TA. La TA, son code taxe c'est 45. Hein, et sa base taxable c'est le volume. Sa base taxable c'est le volume. Voilà. Maintenant, après, nous avons ce qu'on appelle une taxe qu'on appelle le BIC, le bénéfice sur les indices et les commerçants. C'est une taxe qu'on applique sur un certain nombre de produits ayant fait l'objet d'une liste, à condition que la personne qui a importé ne dispose pas d'un justificatif prouvant qu'elle est en règle avec la fiscalité. Hein, si la personne dispose d'un titre qui prouve qu'elle est en règle avec la fiscalité, c'est une personne qui sera dispensée du paiement de BIC. Et généralement, le BIC n'est pas payé par les personnes morales. C'est une taxe qui est payée par les personnes physiques, qui sont inconnues par le fisc. C'est comme si on cherchait à leur demander de payer par anticipation l'impôt. Et le BIC, selon comme en fait on demande de calculer BIC, si on se réfère à la note de service, pour calculer BIC, qu'est-ce qu'on fait? On prend valeur en douane plus DD plus RS plus DA plus TA. C'est-à-dire qu'on prend valeur en douane DD, RS, TA, DA. Valeur en douane DD, RS, TA, DA. Ensuite, le tout, on multiplie par le taux qui est égal à 3%. Maintenant, si on se réfère à Guindé, tel que c'est programmé dans Guindé, on calcule BIC en prenant en considération la valeur en douane plus le DD plus la RS. Trois valeurs. Valeur en douane plus DD plus RS. On multiplie par le taux qui est égal à 3%. Le code taxe du BIC est égal à 46. Hein? Le code taxe du BIC est égal à 46. Nous avons la TVA. La TVA, on l'applique sur toutes les importations, sauf sur un certain nombre d'importations ayant fait l'objet d'une liste, un certain nombre d'articles ayant fait l'objet d'une liste qui sont exonérés de TVA. Et pour calculer la TVA, on doit prendre la valeur en douane plus DD plus RS plus DA plus TA, le tout on multiplie par 18%. Valeur en douane plus DD plus RS plus DA plus TA représente la base taxable de la TVA. Ensuite, on multiplie par le taux pour trouver le montant de la TVA. Voilà, maintenant, après, vous avez ce qu'on appelle, après, vous avez ce qu'on appelle le code taxe qui est égal à 0,5. Hein? Le code taxe, c'est 0,5. Voilà, le droit d'enregistrement, une taxe qu'on applique sur les importations de véhicules, hein, avec un taux de 1% appliqué sur les véhicules neufs et un taux de 3% appliqué sur les véhicules d'occasion. Hein? Donc là, on dit que la base taxable du droit d'assises, c'est la valeur en douane plus le DD plus RS plus DA. Parce que si le produit doit supporter, si le véhicule doit supporter DA, il faut intégrer DA dans le calcul du droit d'enregistrement. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit pour ne pas être trop long, parce qu'on l'a déjà, été. Donc là, je vous donne rendez-vous en fait dans d'autres lives avec d'autres développements. Et je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah.